Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Fanny Tortelier. Je suis en train de terminer mon internat d'anesthésie réanimation en Île-de-France et je vous fais aujourd'hui un TD sur l'anesthésie réanimation. On va aborder plusieurs notions différentes que vous avez déjà abordées au cours de la conférence d'anesthésie réanimation et également des notions nouvelles. Je vous laisserai un temps pour réfléchir et puis après, on fait des petits points de cours à chaque fois pour vous permettre de pouvoir acquérir doucement les connaissances et pouvoir les renforcer au fur et à mesure. La première question, alors, vous êtes anesthésiste dans un centre hospitalier et vous êtes appelé pour la programmation du bloc opératoire. Concernant les propositions suivantes, lesquelles sont exactes? Un patient doit avoir une prothèse de genou programmée, donc est-ce qu'il doit avoir une consultation qui date de moins de 48 heures? Un patient qui doit avoir une prothèse de genou programmée également, est-ce qu'il faut qu'il ait absolument eu un électrocardiogramme au cours de sa consultation d'anesthésie? Tout patient doit être à jeun pour passer au bloc opératoire. Il est nécessaire de faire une consultation d'anesthésie à un traumatisé sévère qui doit avoir une intervention en urgence. Un patient ayant bu un chocolat chaud 3 heures avant son intervention ne peut être anesthésié. Et les bonnes réponses sont D et E. Donc, un patient devant avoir une prothèse de genou programmée doit avoir une consultation qui date de moins de 48 heures, c'est faux, puisque votre consultation dans un acte programmé doit avoir lieu au moins 48 heures avant l'intervention, ce qui permet d'effectuer les examens complémentaires nécessaires, ce qui permet de laisser un temps de réflexion au patient, ce qui permet d'organiser une stratégie anesthésique. Il n'y a absolument aucun examen complémentaire systématique et obligatoire pour une consultation d'anesthésie. Vous adaptez selon votre patient et selon le type de chirurgie pour lequel le patient est amené chez vous. Donc, par exemple, si vous avez un canal carpien chez un jeune de 30 ans sans antécédent, vous n'avez absolument besoin de faire aucun examen complémentaire puisque rien ne vous y oblige. Et si vous avez, à contrario, une résection colique étendue chez un patient cardiopathe connu, diabétique, avec un tabagisme actif depuis des années, évidemment, vous allez devoir faire à la fois des examens complémentaires en vue d'une intervention qui peut être potentiellement lourde et en même temps sur un terrain fragilisé. Parce que vous avez la machine, vous avez la circulation et la respiration capable de supporter pardon, le stress anesthésique et le stress chirurgical. Tout patient doit être à jeun pour passer au bloc opératoire. Tout patient pour un acte programmé doit être à jeun, mais vous n'avez pas tous les patients qui sont malheureusement à jeun. Ce serait le rêve de tous les anesthésistes, mais il y a des patients qui passent au bloc opératoire qui ne sont pas à jeun. Typiquement, tous les actes non programmés et en urgence. Vous avez une femme en salle de naissance qui mange, qui boit, elle peut tout à fait passer en césarienne en urgence d'un coup et être considérée comme un estomac plein. Les gens également qui arrivent pour des interventions non programmées, les plaies de main, les cellulites dentaires, les péritonites, ces gens-là peuvent ne pas être à jeun, ils passeront tout de même au bloc opératoire. Donc cette règle n'est pas valable pour les patients devant passer en urgence au bloc opératoire. Il est nécessaire de faire une consultation d'anesthésie à un traumatisé sévère ayant une intervention en urgence. Ça paraît complètement fou de se dire qu'on est obligé de faire de la paperasse et de tout ça, mais oui, je vous rappelle qu'une consultation pré-anesthésique est obligatoire. Elle est obligatoire depuis les décrets de 1994 et pour tout acte d'anesthésie. Ça ne veut pas dire que votre traumatisé sévère, vous allez peut-être l'extuber pour lui demander bon bah alors, vous avez des allergies, vous avez des antécédents? Non. Ça veut dire que vous devez consigner sur un document absolument tout ce dont vous jugez qui est nécessaire pour une anesthésie et dont vous allez avoir besoin pour avoir, disons le contexte et dont vous allez avoir besoin pour, engager votre monitorage et votre induction anesthésique. Vous devez noter typiquement les allergies, est-ce que le patient prenait des anticoagulants ou pas, quel type de traitement il prenait, quel type de pathologie il avait, s'il avait déjà été opéré, tout ça consigné au sein même d'un document. Et si votre patient n'est pas capable de vous le dire, vous cherchez dans les documents du SAMU s'il a été ramené par le SAMU, vous cherchez les documents si par hasard il a déjà été hospitalisé au sein de votre hôpital. Vous faites un maximum et si vous ne marquez rien sur cette consultation d'anesthésie, bah, vous marquez simplement que vous ne connaissez pas les allergies, vous estimez un peu le poids et la taille de votre patient. Sur les cicatrices qu'il a, vous notez dans le dossier, vous pensez qu'il a peut-être été opéré de ci ou de ça, peut-être qu'il y a du matériel sous-jacent pour aider également votre équipe chirurgicale pour positionner par exemple la plaque pour le bistouri électrique, etc., etc. Donc en tout cas, à chaque fois qu'on vous dit qu'un patient doit passer au bloc opératoire, de manière systématique, il aura une consultation d'anesthésie, même si c'est un traumatisé sévère et qu'il doit passer au bloc en urgence. Ça ne retardera pas sa prise en charge, mais vous devez le consigner quelque part. Un patient ayant bu un chocolat chaud 3 heures avant, le chocolat chaud n'est pas un liquide clair.
chocolat chaud, c'est un liquide avec beaucoup de macromolécules à l'intérieur qui va mettre du temps à être digéré. C'est considéré comme un solide, donc il faudra attendre 6 heures pour aller au bloc opératoire. Vous êtes toujours anesthésiste et vous voyez en consultation un patient pour une intervention programmée, une prothèse de hanche gauche, et il doit avoir cette prothèse dans 12 jours. Il sera hospitalisé. Alors, concernant les propositions suivantes, vous reportez l'intervention qu'il y aurait moins de 15 jours entre votre consultation et le jour de l'intervention. Vous ne reconfirmez pas le côté opéré avec le patient, c'est à l'équipe chirurgicale de le faire. Malgré de lourds antécédents, si vous souhaitez réaliser une anesthésie, le patient peut la refuser. Il faut évaluer les voies aériennes du patient, même s'il est réalisé une anesthésie loco-régionale. Il n'y a pas de traitement à arrêter avant un bloc opératoire, hormis les anticoagulants. Alors, les bonnes réponses sont C et D. Vous reportez l'intervention qu'il y aurait moins de 15 jours entre votre consultation et le bloc opératoire, c'est faux. Votre consultation d'anesthésie, elle est valable pendant 3 mois. Par conséquent, vous avez un délai entre 3 mois et 48 heures avant la chirurgie pour la faire. Ça signifie également que si votre patient vient pour sa prothèse de hanche gauche et que par hasard il devait avoir également une intervention type digestive, type hernie inguinale ou un canal carpien ou quelque chose, disons une intervention non majeure, vous pourriez utiliser la même consultation d'anesthésie que pour sa prothèse de hanche gauche. Pour confirmer pas le côté avec le patient, c'est une erreur. Donc, tout le monde reconfirme le côté, tout le monde est responsable de ce qui se passe dans un bloc opératoire. L'équipe anesthésique et l'équipe chirurgicale sont responsables de manière conjointe, c'est pour ça qu'on fait des checklists HAS, et que tout le monde doit être capable de dire le côté, doit le demander au patient. Et voilà, ça s'appelle de la vérification croisée et c'est essentiel. Malgré de lourds antécédents, si vous souhaitez réaliser une anesthésie, il peut la refuser. C'est le principe de l'anesthésie loco-régionale. La première contre-indication, c'est le refus du patient. Vous, ça vous arrangerait de faire une anesthésie parce que, par exemple, sur le plan respiratoire, le patient, il a une bronchopneumopathie obstructive chronique avec, par exemple, de l'oxygène, il est extrêmement sensible sur ses voies aériennes et vous aimeriez faire une anesthésie. Si votre patient vous dit absolument pas, moi je veux une anesthésie générale, vous ne pouvez pas le forcer à prendre une anesthésie. Vous pouvez le récuser, dire qu'à ce moment-là, vous ne l'opérez pas et que vous ne souhaitez pas l'endormir, mais vous ne pouvez pas le forcer à faire une anesthésie. Il faut évaluer les voies aériennes du patient même s'il est réalisé une anesthésie loco-régionale. Encore une fois, l'anesthésie loco-régionale, le premier risque, c'est l'échec. Donc, si vous avez fait votre anesthésie et que votre patient sent au moment de l'incision, vous n'avez pas d'autre choix que de l'endormir. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas conditionné votre patient sur cet échec, ça va très mal se passer puisque vous êtes censé poser une voie veineuse à tous vos patients, même s'ils ont de l'anesthésie loco-régionale, les scoper de la même manière, vérifier qu'il soit bien à jeun, puisque en fait, c'est exactement ce qui risque de se passer. Si vous faites une anesthésie opérationnelle, vous pouvez à tout moment convertir en anesthésie générale. De la même manière que si vous prévoyez un temps opératoire, disons, admettons, de 2 heures, vous faites une anesthésie pour 2 heures, vous ne pouvez pas réinjecter, je vous rappelle, sur ce type d'anesthésie loco-régionale et que le chirurgien a une complication ou que c'est plus dur que prévu. Si vous dépassez et que l'anesthésie commence à se lever, vous n'aurez pas d'autre choix que de faire une anesthésie générale. Donc, on évalue le patient de la même manière en consultation qu'on pense faire de l'anesthésie loco-régionale ou qu'on pense faire une anesthésie générale. Il n'y a pas de traitement arrêté avant un bloc opératoire hormis les anticoagulants. Il y a toute une panacée de traitements qu'on arrête avant la chirurgie. Pourquoi est-ce qu'on les arrête? D'une part, sur le plan chirurgical, donc on a fait les anticoagulants, les antiagrégants plaquettaires et toutes les héparines que vous arrêtez 12 à 24 heures selon le dosage et selon le but de l'héparine mise en place. Tout ça va permettre aux chirurgiens de travailler correctement et d'éviter surtout des complications hémorragiques péri- et post-opératoires. Mais sur le plan anesthésique, étant donné que vous induisez une grande hypotension par une vasoplégie liée à la pharmacologie de tout ce que vous utilisez, vous êtes à risque d'une hypotension particulièrement grave si vous continuez certains traitements. Typiquement, les antihypertenseurs type IEC et ARA2 sont à formellement arrêter 24 heures avant une anesthésie générale. De la même manière, le furosémide, dans certaines indications, peut être demandé à être arrêté. Donc, il y a également des traitements type
les dapagliflozine, toutes les glyphosines qu'on utilise maintenant pour l'insuffisance cardiaque, les plérénones et l'antrestose sont des médicaments arrêtés également en avance. Et vous avez typiquement la metformine, l'antidiabétique oraux qu'on préfère éviter, quitte à faire de l'insuline en post-opératoire pour contrôler un diabète. Je vous remets très rapidement, parce qu'on l'a revu dans la suite des questions isolées, le parcours d'une intervention programmée. Donc la consultation pré-anesthésique, les examens complémentaires qui ne sont ni systématiques ni obligatoires, la VPA 24 heures avant la chirurgie, donc si le patient est hospitalisé la veille au soir ou si il est en ambulatoire et qu'il n'arrive que le matin, vous voyez juste avant le bloc opératoire. Et dans les suites d'une chirurgie, on va en salle de réveil et après on poursuit sa réhabilitation en service ou en service de rééducation ou en retour à la maison. La consultation pré-anesthésie, le décret qui l'encadre, et elle est toujours réalisée, je vous rappelle, par un médecin anesthésiste réanimateur. Les objectifs de la consultation d'anesthésie avec le score de valopathie en haut à droite qui permet d'évaluer les voies aériennes du patient. Je vous rappelle qu'on réévalue toujours bien les voies aériennes, c'est d'une manière systématique, même et surtout en urgence. On fait bien ouvrir la bouche du patient, on vérifie qu'il a une bonne ouverture de bouche, une bonne distance entre son menton et son sternum, voir s'il n'a pas de raideur de nuque, s'il a, voilà, pareil, c'est ce qui est rétrognate. C'est des choses essentielles à voir pour éviter de se mettre en danger sur les voies aériennes. On évalue le patient dans sa globalité, que ce soit les antécédents chirurgicaux, médicaux et allergiques. Et voilà, tout ça, on en a reparlé. On n'oublie pas le score ASA. Je vous rappelle que ça permet de classer les patients et selon leur comorbidité. Avec le score 1, qui est un patient sain, en bonne santé, sans absolument aucune comorbidité. Puis après, vous montez selon le score ASA, selon le nombre de pathologies que vous avez et le nombre d'atteinte d'organes que vous avez également. Donc le score ASA 2, c'est typiquement le patient qui a